Bonjour. Bon après-midi. Vous êtes calme, studieux, chahuté, s'il vous plaît. On a tellement des auteurs et des autrices extraordinaires. Je m'appelle Vanessa Bell. C'est moi qui aurai le plaisir de conduire cette rencontre entre ces trois auteuristes que j'admire énormément. C'est rare que j'ai du trac à faire des entrevues, mais cet après-midi, ça se passe. C'est un trac qui veut rendre justice. Donc, j'espère que vous aurez la chance de les lire tous et toutes. Je fais les présentations d'usage, c'est-à-dire que la table ronde sera d'une durée d'1 heure, suivie d'une période de questions de 15 minutes. Donc, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, préparer vos questions. Pour la toute fin, je tiens à remercier BCF Avocats d'affaires, partenaire présentateur des entretiens et des tables rondes. Et sans plus attendre, sans plus attendre, donc, je vous présente les personnes extraordinaires qui sont avec nous, qui sont aveuglées par cette lumière magnifique. Donc, Emine Nassereddine est poète. Ton recueil, La danse du figuier, a remporté le prix Émile Nelligan 2021 et tu es finaliste également au prix Copo 2023. C'est hallucinant. J'espère qu'on aura la chance d'y revenir et que vous aurez comme question qu'est-ce que le prix Copo si vous ne le savez pas. Tu as publié dans plusieurs revues et tu prépares un deuxième recueil actuellement pour notre grand plaisir. Ta poésie s'inspire donc aussi des violences liées à l'immigration, à l'exil, au deuil et aux possibilités de l'amour dans une société patriarcale. Emine, bienvenue. Merci à toi. Tout de suite, je vous présente Kevin Lambert. Donc, Kevin Lambert qui est né en 92, grandi à Chicoutimi. Il nous arrive d'ailleurs fraîchement de Chicoutimi cet après-midi. Ton premier recueil s'intitule « Tu aimeras ce que tu as tué ». Ton deuxième, Querelle de Roberval, fait de toi la star que nous connaissons maintenant. Enflammé, en fait, tous les prix. Tu as été, entre autres, finaliste en 2019 au prix. Là, j'aurais dû te demander, c'est un V, c'est un W qui se prononce en V. Vepler, hein, c'est ce que je dirais. Dirais-tu ça aussi, Étienne? Je me retourne vers l'institution, ça c'est toi. Au prix Vepler, au prix littéraire des collégiens, du prix des libraires et du prix littéraire du monde. Avant de remporter le prix SAD, tu as également fait partie de la première sélection du prix Médicis et Que notre joie demeure est paru en septembre 2022 aux éditions Héliotrope, un roman fascinant dont on aura la chance de parler. Kevin, bienvenue. Et le dernier, mais non le moindre, Étienne Beaulieu. Étienne fait beaucoup de choses dans la vie. Écrivain, professeur, éditeur. Tu diriges les éditions Nota Bene, les éditions Varia. Tu enseignes la littérature au cégep de Drummondville et tu es directeur général et artistique des correspondances d'Eastman, où on a la chance de travailler ensemble. Tu as fait, avec plaisir, tu as fait paraître en France et au Québec plusieurs livres récipiendaires de nombreux prix. Je pense à la Ville de Montréal, Lyon-Jacques-Cartier, la Ville de Sherbrooke, tout récemment encore, Alfred Desrochers, Calque œuvre de l'année en Estrie. Tu as fait paraître plusieurs essais, livres. Le rêve du Hookpick, Trop de lumière pour Samuel Gasca, La pomme et l'étoile, qui fait l'objet d'un magnifique vidéo de la Fabrique culturelle, si jamais vous souhaitez le regarder. Splendeur au bois de Beckett, L'âme littéraire et Sang et lumière. Étienne Beaulieu, bonjour. Bonjour. Ah, merci. Alors, cela étant fait, vous connaissez maintenant tout le monde qui est avec nous pour cet après-midi. On a une thématique qui est très, très, très ouverte, qui nous permet d'aller dans toutes sortes d'endroits, bien sûr, des questions. J'en ai pour chacune d'entre vous, des questions qui sont communes ou individuelles, mais j'ai envie surtout de commencer, bien surtout, c'est ma préférence et puisque j'anime, je peux bien. J'ai l'amour de la poésie. Et donc, il y a ce magnifique recueil, La danse du figuier, qui m'a fait aimer Emine avant même de la rencontrer, puisqu'aujourd'hui, notre première rencontre, mais qui m'a fait dire « Wow! Quel talent! C'est magnifique! » Donc, ça me fait plaisir. Emine, est-ce que tu as envie peut-être d'invoquer l'affiliation qui se trouve dans ce recueil-là, puis après, on y plonge? Bonjour tout le monde. La danse du figuier, c'est un recueil que j'ai commencé à écrire en 2017 au Liban. C'était une période où j'étais retournée vivre quelques mois chez ma mère qui était en fin de vie. Et j'ai voulu un peu retracer tout ce que les femmes de ma famille m'ont appris, les traditions de ma grand-mère, ses recettes, tout l'amour, la tendresse qu'elle m'a inculqué depuis que je suis petite. J'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère. Et
Et ce sont deux figures de femmes, donc ma mère et ma grand-mère, qui n'ont jamais pu vraiment parler de leur vivant à cause de la société, à cause de la pauvreté, de la guerre. Et donc, pour moi, c'était important de leur donner cette parole-là, même si ce n'est pas vraiment leur langage. Ma mère n'a pas lu ce recueil, ma grand-mère ne parle même pas français. Mais je pense que j'ai pu quand même toucher quelque chose dans ma famille. Ma famille était bouleversée avec ce recueil, sachant qu'ils n'ont rien compris de ça. Puis je pense que c'est ce qui va un peu traverser mes prochains textes aussi. C'est ce que la femme m'apprend. Et ce que l'homme m'apprend de ce qu'il a pris de la femme. C'est comme il y a toujours la femme qui va venir, il y a toujours la filiation. Ma mère aussi, c'était une exilée. Et moi, je me retrouve un peu aussi à avoir le même parcours qu'elle. Donc, je pense que je porte vraiment... Ma grand-mère aussi. Ouais. Elle vient de Jordanie. Elle est partie au Liban à cause de la guerre. C'est comme toutes les femmes ont été déplacées. Et j'ai l'impression de reprendre un peu la parole des femmes déplacées dans la danse du figuier. Et tu le fais admirablement bien. Là, c'est difficile de ne pas sauter sur ton prochain recueil parce que, bon, c'est l'envie de savoir tout de suite. Mais si on reste donc avec la danse du figuier, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé dans ce livre-là, c'est que ça aurait pu être un livre qui est douloureux, mais c'est un livre qui est tellement tendre. C'est un livre dont on ressort bercé presque. J'ai eu l'impression que tu m'avais prise dans tes bras, puis c'était pas moi la première adresse, en fait. Et là, je digresse, mais je t'ai entendu dire aussi en entrevue à la radio, tu disais, quand j'ai su que le livre allait se retrouver dans les archives de la Bibliothèque nationale, je me suis dit, la parole de ma mère et de ma grand-mère seront archivées. C'est magnifique que tu l'aies pensé comme ça. Voici la fameuse question, elle s'en vient. En fait, dans ce recueil-là, tu poses à la fois un geste de filiation et de mémoire. Et là, c'est parce que je veux bien te citer, tu dis, en ouverture, « Dans la poésie, j'ai vu la possibilité d'habiter un lieu et d'y retrouver la tendresse des femmes qui m'ont élevée. » Et là, c'est là où ça devient très intéressant d'un point de vue de la littérature elle-même. Écrire revient à les abriter comme un geste de maternité. J'avais envie de t'entendre justement sur cette traversée-là vers ce que tu nommes le pays de l'exil, ou peut-être même les pays de l'exil maintenant que tu viens de nous éclairer. De quelle manière plutôt est-ce que la littérature te tient droite, ou de quelle manière la littérature peut demeurer un rempart pour toi? Donc je l'ai commencé en 2017. J'habitais au Canada, j'étais venue pour mes études et j'ai laissé tomber ce manuscrit de côté. Puis il y a la pandémie qui a commencé et là je ne pouvais plus voir ma grand-mère. Et c'est la première fois où j'ai réellement été confrontée à la frontière. À ce que c'est la frontière, ne pas pouvoir dépasser cette frontière-là, parce qu'avant j'étais juste une immigrée, puis là je me sentais vraiment coincée. Et c'est pour ça, je pense, que tu as ressenti cette tendresse, parce que si je n'écrivais pas, j'étouffais. Et j'ai dû trouver beaucoup d'amour dans mon écriture. En fait, j'étais arrivée peut-être à un stade de ma vie où tout était inhabitable pour moi. Et parler de ma grand-mère, parler de ma mère, c'était... Je dis que c'était un geste de maternité, mais je voulais aussi qu'elles continuent à me materner dans mon écriture. Et elles m'ont beaucoup maternée parce que je l'ai fait lire à ma sœur, et c'est la seule personne qui a eu cette lecture-là qui s'est mise à rire en lisant. C'est la seule personne qui rigolait parce qu'elle voyait toutes les phrases de ma mère et ma grand-mère tournées d'une manière poétique. Puis elle me disait, c'est drôle que tu fasses de la poésie avec la grand-mère qui trie les lentilles, il n'y a rien de poétique dedans. Mais c'est que j'ai voulu les materner dans mon lieu habitable qui était la poésie, et je voulais qu'elles me maternent dans ce lieu aussi. À peu près, oui. C'est une excellente réponse. Tu n'as pas à douter de ce que tu es en train de me dire. Une dernière petite chose peut-être avant de faire un très beau lien avec Les rêves du Hookpick d'Étienne Beaulieu. Tu as dit que ce livre-là, au départ, devait être une pièce de théâtre.
Ça m'intéresse. Comment est-ce qu'une pièce de théâtre, et là tu parles de ta sœur qui a rigolé et d'un langage qui tout à coup semble pas être le bon et qui doit se déplacer vers un autre style littéraire qu'est la poésie. C'est vrai que j'avais conçu ça comme un monologue où je porterais moi-même la voix de ma grand-mère, moi-même la voix de la mère. Ce serait une femme sur scène qui incarne cette sainte trinité-là que j'aime appeler, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de plus tendre dans la poésie et qui n'est pas là dans le théâtre. J'avais peur de tomber dans un pathos dans le théâtre, de tomber dans une sorte de tragédie grecque où la grand-mère décède, puis ensuite c'est la mère, puis la fille est là, paumée à Montréal. Et je pense qu'il y a quand même un peu de théâtralité encore, il y a encore des résidus de ce monologue D'ailleurs, la danse du figuier va être adaptée en opéra. Donc je pense que la compositrice qui a lu ce recueil a vu le drame. Elle a vu aussi, elle m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas du théâtre dans ce recueil? Et je pense que j'ai dû vraiment laisser des traces. Mais c'est ça, je trouve qu'il y avait une douceur dans la poésie que je ne pouvais pas trouver dans une autre forme littéraire, que ce soit le roman ou le théâtre. Encore moins l'essai, mais ça c'est pour moi. Ouais. Moi, je le savais pas, puis quand j'ai lu la troisième partie, celle qui porte ton nom, c'est ça que je me suis dit. J'ai eu l'impression que les voix étaient imbriquées, puis qu'on entendait comme des échos du passé presque dans la voix de la narratrice. Puis il y a plein d'images qui sont vraiment fracassantes puis marquantes dans le livre, mais moi, une que j'ai retenue, c'est à un moment donné, tu parles du pilier de l'intuition. Donc, on a l'impression que c'est comme l'intuition qui vous tient presque, qui vous construit. Puis je me demandais, est-ce que tu le sentais, cette espèce de pouvoir de l'intuition-là, quand tu écrivais? Comment ça se manifestait? L'intuition dans ma famille, c'est très sacré. C'est quelque chose du quotidien, c'est un langage du quotidien. C'est pour ça que très souvent, on va se retrouver le matin à lire le marc de café ou bien, par exemple, ma grand-mère parlait de la pluie, puis elle se disait, ah ben, quelque chose va arriver à tel moment. Il y a comme toujours... C'est comme si ces femmes-là me ramenaient toujours au corps et me disaient d'écouter le corps, donc l'intuition. Et je pense que cette intuition m'a beaucoup portée aussi dans l'écriture, parce que moi, je ne savais pas du tout où j'allais en écrivant ça. Et je pense qu'elles m'ont vraiment habitée quand j'ai écrit, que j'ai porté leur intuition, que je l'ai exprimée d'une certaine manière. Ouais. C'est super intéressant ce que tu évoques, Kevin, parce qu'en fait, il y a quelque chose, peut-être pas de l'intuition, mais davantage du discours intérieur, ou du moins de ce qui est moins visible. Donc, Emily, tu évoques quelque chose qui est du rituel, de la famille, puis de l'intime, alors que dans ton roman, Que notre joie demeure, il y a une emphase particulière qui est mise sur le discours intérieur. Le discours intérieur, tu disais qu'on est toujours aveugle à nous-mêmes. Oui, j'avais une question intelligente par rapport à ça, mais non, si ça te c'est déjà une question intelligente. Tu en avais deux. Non, mais oui, ça m'intéressait beaucoup le sujet du discours intérieur. Puis un peu pour reprendre ton image du pilier, j'avais envie de l'approcher comme une construction presque architecturale. Donc le personnage de mon roman, c'est une architecte. Mais moi, je vois un peu la complexité de notre monde intérieur, conscient et inconscient, visible et invisible, qui est fait aussi de dissonance, de contradiction, mais de dissonance entre ce qu'on ressent et ce que les autres perçoivent de nous, par exemple. Donc, tous ces rapports-là qui construisent notre espèce de vie intérieure, pour moi, ça en vient à former presque une sorte d'édifice ou de labyrinthe dans lequel on se perd des fois aussi. Puis donc, c'est un peu comme ça que j'avais envie de l'explorer par rapport à mes personnages. Donc, de me dire que chaque personnage a une sorte de façade qui lui permet d'entrer en contact avec les autres dans la société, mais que l'ensemble de nos souvenirs, de nos joies, de nos tristesses, ça forme quand même quelque chose qui est de l'ordre, c'est ça, de la construction secrète. Puis ça m'intéresse beaucoup, ouais. Il y a tellement de portes, là, c'est vraiment, sérieusement, là, Isabelle Forêt, je le dis sur scène, mais chacune de ces personnes devrait avoir une entrevue de 90 minutes pour arriver à parler. C'est difficile de faire des choix, et là, je veux quand même que vous les entendiez tous dans un premier round. Hein, on est allé au gala de littérature hier, donc moi, je suis encore marquée par cette idée de round-là. Il y a quelque chose
vos deux prises de parole qui m'amènent jusqu'à Étienne, c'est-à-dire cette idée-là de se faire bercer, de se faire encore materner, qui est dans un écho, un silence, les chambres d'écho aussi sociopolitiques auxquelles on pourra revenir dans ton recueil, et cette idée de dissonance finalement entre ce qu'on est, ce qu'on pense, les choix qu'on fait, ce qu'on projette. Et Étienne, tu nous arrives avec une peluche, un hook-pick, qui est déposé pendant la nuit sur la table. Pendant des années, tu vis avec cette peluche dont tu ne sais rien puisque ton père est un être silencieux. Visiblement, le balancier a bien fait son travail. Et là, tu nous arrives avec cet essai vraiment délicieux, je pense que c'est le mot que je vais emprunter, Les rêves du hook-pick, un essai où non seulement tu nous prends par la main, mais tu nous prends par la main avec toute l'intelligence et le style qu'on te connaît. Et là, tu nous fais passer de la Révolution tranquille par la poésie, par le parc des Hautes-Gorges, par les montagnes et le Grand Nord. Veux-tu un peu peut-être mettre les bases de ce qu'est cet essai, Les rêves du hook-pick? Ben ouais, merci. Je vais en profiter juste, je vais rebondir parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment touché dans ce qu'a dit Emné, c'est les proches. Les proches qu'on hésite tellement comme écrivain à inclure dans ce qu'on a. Et c'est contre-intuitif parce que pour aller en littérature, j'ai l'impression qu'un des gros chemins qu'on a à faire, c'est de se libérer du proche pour essayer de trouver la bonne distance avec nos expériences de vie. Puis de les inclure dans ce qu'on écrit, c'est là où le risque est maximal parce que, on frôle le kitsch, c'est sûr. On frôle la difficulté existentielle qui va se manifester à écrire là-dessus. Mais moi, je pense que c'est là que le plus beau se situe. J'ai l'impression que c'est ça la richesse. Ça m'a tellement touché que tu dis ça. Parce que, moi, j'ai eu contre moi toute mon enfance un toutou, que j'ai pris dans mes bras de manière très naïve, là, au premier degré, là, qui était tout doux, qui était dans un sens, puis tout rugueux de l'autre bord. Puis pour moi, c'était mon père. C'était juste ça. Puis mes filles ont joué avec ce toutou-là. Puis, sans trop se poser de questions, jusqu'à temps que je me dise, mais une minute, là, les espèces de deux yeux jaunes là, qui sont en haut de la tablette puis qui me regardent puis qui me disent « t'as pas le droit d'exister ». Il y a quelque chose comme ça. Tu sais, des yeux sévères là, d'un toutou. Je me dis « une minute, là, je vais essayer de régler mon compte avec cette question-là ». Évidemment, je ne suis pas arrivé. Là, on règle pas. Ces yeux-là, évidemment, portaient quelque chose de même plus fort que moi. Je me suis rendu compte, le hook-pick en question, c'était la seule chose que je savais de ce toutou-là. Ça s'appelle un hook-pick. C'est mon père qui m'a dit « c'est un hook-pick ». Ouais. Il a fallu que je fasse le chemin pour me rendre compte c'était quoi. Mais il apparaissait avec des objets qui apparaissaient sur la table de la cuisine là, tout le long de mon enfance. Là. Des objets merveilleux, là, des queues de castor séchées, une ouananiche congelée, un couteau en demi-lune, toutes sortes de trucs étranges, là, du pémican à un moment donné. Donc, toutes sortes de choses qui sont des objets fantastiques là, pour un jeune enfant de 4-5 ans que j'étais. Puis je me suis rendu compte que c'était des objets du Grand Nord. Ça a été vraiment long. On aurait pu te le dire, Étienne. J'avais 4-5 ans, un instant, dans un endroit où mon père n'était jamais là pour m'expliquer quoi que ce soit. Ça apparaît évident en 2022. C'était pas le cas dans les années 70 où j'étais petit comme ça. Puis ça a été une révélation de me rendre compte que mon père était un espèce de passeur culturel. C'est quelqu'un qui était dans le Grand Nord sans arrêt, quelqu'un qui avait puis qui a toujours d'ailleurs, soit dit en passant, une relation privilégiée avec les Inuits, avec les Cris, avec beaucoup de gens qui le connaissent très très bien dans le Grand Nord, même plusieurs Inuits qui m'ont jamais parlé de ça, comme si ça n'existait pas. Et donc j'ai trouvé que c'était fantastique comme symbole de l'ignorance, puis du Grand Nord, du rapport aux communautés autochtones, du rapport à nous-mêmes, carrément. Donc, tu sais, le hook-pick, juste pour faire une histoire rapide, c'est le harfang des neiges, en fait, version Inuit. Donc, c'est le symbole du Québec. Donc, c'est ça qui est, ouais, voilà, le fameux Inuit, le Inuit, qu'est-ce que je raconte? Le fameux hook-pick en question qui vient de la culture Inuit. Et puis, je ne savais même pas c'était quoi ce toutou-là. Je pensais qu'il était unique en son genre. Puis c'est Marie-Ève Coton qui a pris une photo. Elle va souvent dans le Grand Nord, la psychologue. Elle a pris une photo. Elle m'a envoyé, tiens, c'est ça, Étienne, ton hook-pick. Il y en a partout dans les coopératives, à Kuujjuaq, à Pavunutuk, à Kuujjuaq-Arapik, à Salouit. Il y a plein de ces choses-là qu'on fabrique pour les touristes qui retournent dans le sud. Voilà. Et donc, tu entreprends de mettre en relation ton récit et le récit de la société québécoise majoritairement qui, je n'irais peut-être pas jusqu'à dire le mot cohabite, là, parce que je ne suis pas sûre que c'est une cohabitation très réussie, mais qui, donc, vit sur le territoire de
des 11 Premières Nations qui occupent le territoire qu'on appelle le Québec. Et tu dis, il y a quelque chose à montrer entre l'ignorance de cet enfant-là et l'ignorance d'un peuple complet qui vit avec des personnes dont il ne va pas à la rencontre. Et là, on pourra rebondir sur la question de la rencontre et de l'exil et de l'occupation du territoire aussi. Ouais, cette question-là est vraiment délicate, là. Vraiment, je suis à la crête toujours là, c'est un chemin pas facile, là, comme un sentier vraiment un sentier de crête que j'essaie de suivre. Mais je pense que, en littérature, si on ne suit pas un chemin difficile, c'est aussi bien de ne pas écrire. Cette question-là, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça en disant, tu frôles l'appropriation culturelle, tu frôles le dénigrement de la culture québécoise. Je me suis fait dire aussi. Mais c'est ni un ni l'autre, je pense, parce que je ne m'adresse pas aux communautés autochtones qui savent 10 fois mieux que moi tout ça. En fait, je pense, ça m'a pris du temps à comprendre à qui je m'adressais. Puis je pense que la réponse, c'est à la mauvaise conscience blanche. Je pense que c'est ça l'objet, c'est à l'idée que l'on a comme certitude de ce qu'on est. Et j'ai de la difficulté à accepter ça, moi, ce genre de certitude-là. Toujours. Je pense que c'est ma job d'écrivain de montrer que wow, c'est plus compliqué que ça. Les choses sont toujours nous glissent entre les doigts. Puis c'est là que ça devient intéressant en réalité. Donc, c'est une manière aussi de dire le grand récit identitaire qu'on s'est raconté, il était nécessaire à une certaine époque. Maintenant, je pense qu'à l'inverse, c'est rendu nécessaire de le détricoter puis de dire c'est autre chose qui s'est passé en réalité. Donc, puis ça, je pense qu'on voit tous et toutes, on est arrivé au point où ce récit-là ne répond plus à plein de questions là, sur le territoire, sur l'histoire, sur notre mémoire collective qui est très défaillante à plein d'égards. Puis je pense qu'on est arrivé au bout. Là. Cette question-là est épuisée. Ça va prendre un autre récit. J'essaie de contribuer minimalement à ma façon à essayer de raconter autre chose. Et tu le dis très bien, tu n'as pas la cote en tant qu'homme blanc de quarantenaire qui tente de raconter quelque chose sur les Premières Nations. En fait, c'est sûr que c'est une posture qui doit être infiniment inconfortable. Je veux simplement le dire pour souligner que tu as eu minimalement la délicatesse de t'entourer donc de personnes qui étaient à même de corroborer ou de justement dire ce récit-là, peut-être qu'il est plus fantasmé que réel. Donc, je pense à Yves Sioui-Durand, Maïté Labrec-Saganache, Pierre Sioui, entre autres. Et j'avais envie, avant qu'on brasse un peu les cartes entre vos livres, de savoir comment s'est fait ce travail-là. Comment est-ce que, en tant que, justement, homme blanc avec les privilèges que tu as présentement, tu vas vers ces personnes-là en disant, mais moi, je décide d'écrire ce récit de Québécois blancs, où je vais d'ailleurs un petit peu taper sur la gueule de Miron. J'imagine que évidemment les gens n'ont pas aimé que tu touches à Miron. Mais comment... C'est Denis Garneau aussi. Là. Oui, aussi. Et comment tu as établi cette collaboration-là, puis qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que tu dis, je suis partie à la rencontre de quelque chose, je ne l'ai pas dénoué, mais évidemment, tu as trouvé quelque chose en écrivant. C'est impossible d'écrire sans trouver quelque chose. Sans perdre aussi, j'ai l'impression. Puis ce que j'ai perdu, c'est des certitudes. La rencontre de ces gens-là, c'est du cas par cas, puis c'est toujours très délicat de dire ça. La rencontre première, c'est Georges Sioui, que je ne comprends pas vraiment, qu'on ne parle pas plus de Georges Sioui. Il est encore vivant, il a 78 ans, c'est un homme immense, c'est un penseur gigantesque qui a tellement à nous apprendre sur le territoire, sur la pensée de ce que c'est que vivre sur le dos de la grande tortue ou en Amérique. Il y a une manière de tourner les choses qui est tellement profonde, tellement inclusive aussi. J'aime beaucoup sa pensée du grand cercle, etc. Mais c'est ça, c'est surtout la rencontre avec Georges Sioui qui s'est continuée avec l'écriture, avec l'échange avec Dali Giroux aussi. Là, c'est les deux qui ont lu mon livre. Les premiers, ça a été mes premiers lecteurs pour me dire est-ce que je dis des conneries? Puis si j'en dis, s'il vous plaît, vous me dites tout de suite. Là, je coupe et j'en disais plein. c'est pas de surprise. C'est un exercice d'humilité aussi d'écrire ça. Je disais plein de trucs qui n'avaient aucun sens de la manière dont c'était formulé. C'est pas tant le contenu que les termes que j'employais, ça n'avait pas d'allure. Donc j'ai changé ça, puis j'ai terminé en remercier autant Dali que Georges Sioui. Mais Yves Sioui-Durand, c'est quelqu'un qui a tellement eu la générosité de me prêter le fonds d'archives du Théâtre Ondinoc.
qui est un théâtre de guérison que je pense qui est tellement actuel. Les autres, ça fait 40 ans qu'ils font ça, je pense même plus que ça. C'est quasiment un demi-siècle. Puis c'est un théâtre de guérison qui trouve, là, tout le monde le voit aujourd'hui. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était moins clair, mais un théâtre de guérison qui emploie des Autochtones pour qu'ils jouent leur propre rôle et qu'ils aient leurs propres affects investis dans la pièce de théâtre, qui vont monter, puis l'histoire de leur propre communauté. Je trouve ça extraordinaire. Je pense que c'est ce genre de démarche-là qui peut ouvrir un chemin de guérison. Ça me semble évident. Puis on a tellement nous-mêmes à apprendre de ça. On devrait, je trouve, les Québécois, faire un Andinoc, c'est-à-dire faire un théâtre de guérison, nous aussi. Je pense qu'il y a bien des choses qui se dénoueraient de cette façon-là. Il faudrait que ce soit fait avec beaucoup de pincettes, mais merci pour cette piste. J'en profite puisqu'on est à Québec et donc à proximité aussi de Wendake, de vous inviter très chaudement à aller faire le parcours Onwa Lumina à Wendake, qui est absolument extraordinaire, que j'ai eu la chance de faire cette semaine et qui, justement, est un premier pas vers ne serait-ce que mettre des mots et apprendre aussi des mots, notamment Wendat, parce que pour nous, c'est la culture la plus proche. Je ferme cette parenthèse parce que je veux savoir, Emné, toi, en fait, c'est quelque chose qu'on remarque souvent quand les gens sont issus de la diversité, peu importe quelle diversité ou groupuscule ou quel exotisme par rapport à la personne première qui l'énonce, on représente. J'ai beaucoup lu sur ton recueil que c'était un recueil de l'exil. Et j'ai envie de savoir, es-tu d'accord avec ça? Avec cette question, est-ce que tout à l'heure, tu as dit qu'il y a eu des déplacements? C'est différent qu'un exil. Est-ce que c'est ce que tu dirais de ta parole, de ton écriture? Comment toi, tu aimerais qu'on parle de ton œuvre, en fait? Je pense que quand je l'ai commencé, j'étais dans une posture d'exil. Et que là, je me retrouve plus dans une position de retour. J'envisage retourner. Tout en sachant que même si je suis là-bas, j'aurai toujours cet exil en moi. Je pense que je n'ai pas entendu une seule fois... En fait, j'ai toujours eu du mal à ce qu'on catégorise mon recueil. Là, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est un recueil d'exil. Je pense tout simplement que c'est un recueil d'amour. Vraiment, ça peut paraître bateau, très cliché, mais c'est juste de l'amour qui parfois va trébucher à cause des frontières, puis de l'exil, de l'immigration. Mais c'est plus quelque chose sur laquelle je m'attarderai. Je pense que mais c'est peut-être une lecture nouvelle que je fais moi-même sur mon propre recueil. Je pense que ce n'est plus un recueil d'exil, c'est peut-être un recueil de déracinement. Mais là encore, je trouve que ça peut se rejoindre, le déracinement et l'exil, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus définitif dans l'exil que le déracinement. Et le déracinement, il peut être n'importe où, tout comme l'exil peut être n'importe où, mais je trouve qu'il y a une violence dans le mot exil que je veux enlever. Donc peut-être de déracinement et d'amour, mais pas d'exil, non. Déracinement, c'est végétal aussi, ça fonctionne avec ton imaginaire métaphorique. Voilà. Mais aussi, il faudrait reprendre racine, je ne sais pas où, mais au moins tu peux prendre racine. Voilà, tu te boutures n'importe où, puis ça marche. Peut-être que ça soit moins rhizomatique et plus ancré. C'est beau ce que tu dis, évidemment, c'est beau ce que tu dis. C'est beau quand tu parles. Et ça me fait penser cet été aux correspondances d'Isman où je recevais ton éditrice, Yara El Gadban, qui disait moi, j'en ai marre de parler de l'exil, j'en ai marre de parler du fait que je suis arabe. J'aimerais justement, on avait évoqué l'idée du café de l'amour parce qu'on voulait parler d'amour, on voulait parler des livres eux-mêmes et non de la case dans laquelle on va s'inscrire. Ouais. J'ai assisté à une conférence de Kautal Harshi, je pense que c'était il y a 3 jours, à Montréal, et justement elle parlait du privilège de l'imaginaire et comment en tant qu'écrivaine racisée, les femmes racisées n'ont pas le droit à ce privilège de l'imaginaire. C'est que même si j'écris un roman fantastique sur, je sais pas, qui date du 19e siècle, on va me ramener, on va trouver un moyen de caser le mot exil ou immigré. Ça nous dépasse, c'est vraiment un privilège
je prenais pas conscience réellement de ce que c'est ce privilège de l'imaginaire. Ça m'avait vraiment choqué comme terme de se dire que même l'imaginaire devient un privilège. C'est surtout pour les femmes racisées qui écrivent, c'est difficile d'être prise au sérieux en fait. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je reste dans le proche. Parce que j'arrive pas à aller plus loin que ma famille, que ma vie, qui est déjà assez rocambolesque. Donc je peux pas aller dans la fiction car j'ai l'impression que ma propre vie est déjà une fiction. Ouais. Souvent aussi, le premier recueil va être un recueil d'énonciation. C'est quelque chose qu'on remarque moins dans les autres genres littéraires, mais en poésie particulièrement, souvent le premier recueil va être l'endroit duquel on va se nommer. Tout à l'heure, je n'étais pas surprise quand tu as dit c'est aussi des thèmes, l'amour, par exemple, la filiation des femmes, c'est quelque chose qui va continuer à perdurer, mais tu as posé tes thèmes, tu as posé une voix et des jalons, et ça, ben reste qu'à suivre ce chemin difficile, comme disait peut-être Étienne. Je profite de cette idée de, non pas de privilège, mais d'imaginaire pour reglisser vers Kevin, parce qu'il y a quand même quelque chose qui rejoint dans vos écritures. Vous êtes toutes trois des personnes qui avaient une écriture qui est très, très, très sensible et qui est dans la nuance et qui a la volonté de cette nuance-là. Et c'est drôle parce que quand je lisais ton personnage principal, Céline, j'ai beaucoup pensé à Sartre. J'ai beaucoup pensé à cette notion-là de la mauvaise foi. C'est-à-dire non pas une posture qui serait volontaire dans la mauvaise foi, mais cette espèce d'esprit de préservation, de si je ne me colle pas au récit que je me raconte de moi-même, évidemment, je vais m'effondrer. Et là, s'effondrer dans tous les sens parce qu'on est aussi avec une architecte, avec une question d'enjeux de logements sociaux et tout. Et j'avais envie de connaître peut-être l'importance de la nuance et du paradoxe dans l'écriture d'un roman comme celui que Notre joie demeure est. Donc, la nuance dans l'écriture des personnages eux-mêmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde d'impliqué dans cette histoire-là. Si on veut parler des sphères de pouvoir, bien évidemment, il faut mettre aussi tout ce beau monde-là en scène. Oui, c'est une vaste question, mais pour résumer, en gros, je dirais que moi, c'est ça, j'avais envie d'écrire sur c'est ça, un groupe social qui est dominant, qui prend des décisions, qui construit le monde, qui décide. Céline est architecte, est aussi elle a des actions dans des grandes compagnies, elle a beaucoup d'argent, elle est propriétaire de blocs appartements. Donc, j'avais envie de questionner, c'est vraiment à partir de marches dans mon quartier, là, parce que je voyais des triplex à toutes les semaines se faire démolir puis remplacer par des belles maisons d'architectes. Et je me suis demandé, c'est qui prend ces décisions-là? Puis j'avais envie d'aller voir dans ce monde-là, mais je me disais, en fait, c'est pas intéressant. Puis c'était un peu aussi après avoir écrit Querelle. Donc, je renie pas Querelle ni rien, mais dans Querelle, la critique sociale passe entre autres en caricaturant le patron. Donc, le personnage de patron est peu présent, puis il est assez moqué par le texte. Je pense que ça fait son sens dans le projet littéraire qui est Querelle. Mais pour ce projet-là, comme je mettais ma caméra juste sur ce groupe-là, puis moins sur les gens qui remettent en question, sont présents, mais c'est pas sur eux, c'est pas eux qu'on suit. Je me demandais, puis j'avais lu aussi un texte de Judith Butler qui s'appelle Against Ethical Violence, donc contre la violence éthique, dans lequel, en gros, ce qu'elle dit, c'est si ton projet politique nie l'humanité de l'adversaire, il y a un problème dans les fondements de ton action politique. Puis je me disais, comment je peux faire, moi, pour critiquer une classe sociale sans nier l'humanité des gens qui en font partie, t'sais? Fait que c'était un peu ça mon défi, c'était de me dire... puis en même temps, j'ai trouvé une sorte de nourriture littéraire là, parce que c'était beaucoup plus intéressant de me dire j'ai pas besoin de caricaturer, déshumaniser, simplifier pour que la critique sociale passe quand même. T'sais. C'est-à-dire que l'empathie, c'est ça que je me suis appris à moi-même en écrivant, que j'ai comme découvert, c'est que l'empathie, ça s'oppose pas à la critique et à la réflexion politique. Puis ça a été pour moi, ça a beaucoup nourri l'écriture, puis ça m'a beaucoup inspiré pour construire des personnages qui sont justement contradictoires, qui se racontent leur propre vie d'une manière, mais quand on lit leurs actions, on voit bien que c'est quand même un peu différent. Puis donc je m'intéresse aussi aux formes de dissonance, comme tu le dis, entre la vision qu'on a de soi puis les actions concrètes qu'on pose, disons. Je t'ai vu faire un mouvement. Oui, c'est clair. Parce que non, mais ça m'interpelle trop. Parce que tu sais, il y a eu toute la querelle, ça fait 10 ans de ça, l'histoire de Wim Wenders, le cinéaste, là, qui disait on prend pas Hitler en gros plan.
Puis l'idée est de... C'est clair, moi, je loue ça, là, qu'on puisse redonner son humanité à même celui avec qui on n'est absolument pas d'accord. Mais jusqu'où? C'est une question réelle là, que je me pose. Là. Jusqu'où? Finalement, il y a des personnages qui ont des contrastes moraux en eux. Je pense que c'est ça la job du roman, je pense, c'est de te montrer ces contrastes-là. Mais y a-t-il une limite à ça? Wim Wenders disait, moi, c'est ça ma limite. Moi, je peux pas montrer Hitler en gros plan. Il va être en arrière-plan, puis, parce que ce personnage-là, je peux pas lui redonner. Est-ce que toi, il y en a une limite? Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Là. Mais moi, je sais pas, je veux pas répondre avec Hitler. Ou je me sens un peu loin de... Mais moi, il y a une auteure qui est importante pour moi, c'est Marie-Claire Blais. Puis dans le cycle Soif, Marie-Claire Blais, ce qu'elle fait, c'est qu'elle embrasse le point de vue d'un ensemble de personnages, y compris les plus terribles. Donc, on va rentrer dans la tête d'un pédophile qui s'explique à lui-même ses actions, par exemple, ou d'un tueur qui s'explique à lui-même pourquoi il a tué, puis pourquoi. Donc, c'est quelque chose de très radical. Donc, Marie-Claire Blais a comme une vision très humaniste, puis de la commune humanité partagée par tout le monde, mais ça va très loin, y compris pour les personnages qui commettent les choses les plus terribles. Mais le pari qui est fait, au fond, ou la proposition qui est faite, c'est de dire, comme tout ce monde-là participe de la même société, il faut les penser ensemble. Si on veut penser le pire, il faut le penser dans une forme d'ensemble, dans la relation. C'est parce que si on coupe la relation, là, on est dans une idée qu'il y a des bons puis des méchants, ou on est dans le cinéma hollywoodien, en gros. Là. Mais moi, mon pari, c'était... Donc, moi, je dirais que, je sais pas, a priori, je ne veux pas donner des réponses trop générales, là, ou des règles, des marches à suivre, c'est pas ça mon idée, mais moi, a priori, je dirais, pourquoi il y aurait une limite? Parce que si on cherche à humaniser, comme je le disais, de toute manière, pour moi, c'est pas une manière d'endosser, d'excuser, de valoriser les actions de quelqu'un. Je trouve que, justement, la complexité de la réflexion politique puis sa richesse vient aussi de ça, de penser avec tous les paradoxes puis l'épaisseur humaine du pire comme du meilleur, en fait. Je sais pas si je réponds. C'est vraiment courageux. Et c'est quelque chose de très beau que tu as dit en entrevue aussi, où tu disais, pour moi, c'était important, évidemment, tu disais être contre toute forme de grande richesse accumulée pour une seule personne, peu importe qui est cette personne-là. Mais tu disais, c'était important pour moi d'écrire un roman où le personnage principal, cette milliardaire-là, serait quelqu'un à qui je pourrais quand même, dans lequel je pourrais me reconnaître, où il y aurait un écho. Et là, j'ai noté parce que j'ai trouvé... que tu soulevais un point qu'on entend plus rarement, en fait, en littérature québécoise, cette idée-là de littérature comme chambre d'écho. Et tu disais donc à la Revue Les Libraires, la littérature peut faire quelque chose à ce niveau-là. Elle peut traiter de questions avec un angle différent, mais qui est aussi important que celui, par exemple, et c'est ça qu'on entend très rarement, que celui du journalisme, du documentaire ou du reportage. Donc, est-ce que c'est la tangente Kevin Lambert 2025-2030 que de poursuivre justement cette exploration-là qui soit à la fois très empathique, mais très critique d'un ensemble, d'un groupe, d'une société? Moi, ça m'intéresse parce que je trouve que à ce niveau-là, la littérature peut vraiment faire quelque chose que, comme tu disais, je sais pas, un article de journal ne fera pas, par exemple, parce que ça nous permet pas d'imaginer comment les gens s'expliquent à eux-mêmes ou inconsciemment même les contradictions. C'est pas une approche factuelle qui nous permet d'aller vers ça. Fait que moi, la littérature m'intéresse pour ça, comme qu'est-ce qu'elle peut amener de plus ou de différent que d'autres formes tout aussi importantes, en fait, d'analyse sociale, tu sais. Puis donc, ouais, en tout cas, je sais pas si je réponds, là, mais... Il n'y avait pas de réponse bonne ou mauvaise. Mais ce qui me mène quand même à un point que je trouve assez intéressant, quand on fait une table ronde comme ça. Vous savez, c'est vraiment un exercice qui n'est pas facile, même pour les auteurs et les autrices, parce que ça implique souvent de regrouper des gens dont, sous une thématique, sont regroupés, mais dont les formes, les styles et même les thématiques de leurs œuvres personnelles entières sont plutôt loin les unes des autres. Donc, vous êtes déjà très généreux et éveillés, et merci en ce sens. Mais j'ai envie, justement, peut-être qu'on se retire de cette idée-là de table ronde où il faut parler du livre qu'on vient de sortir, où il faut parler de qu'est-ce que peut la littérature, parce que c'est une question qui nous revient tout le temps au littéraire, il faut y répondre, et puis on se dit, lisez nos livres, puis trouvez cette réponse-là peut-être par vous-même. Et j'ai envie de glisser, là, tu l'as mis parfaitement, tu as parlé de Marie-Claire Blais. Marie-Claire Blais, qu'on sent beaucoup dans tes phrases très amples, des premières lignes de ce roman extraordinaire qu'est Que notre joie demeure.
j'ai envie de vous entendre, vous, sur vos styles. Je pourrais évidemment décrire vos styles. D'ailleurs, si c'est une question trop difficile, je vais vous donner comme des cues, mais comment vous avez travaillé votre univers par votre langue, par le style? Qu'est-ce qui vous intéresse dans la langue? Emné, c'est pas rien de dire, ben moi, je vais écrire en français en disant, je sais que ma grand-mère pourra jamais me lire. Il y a des choix comme ça, il y a des langages, il y a des formulations de choisir l'essai plutôt que le roman, plutôt que la poésie. Ce sont des choix de style et je sais que c'est une vaste question à laquelle vous n'avez peut-être pas de réponse, mais est-ce que quelqu'un veut s'essayer sur qu'est-ce qui vous intéresse dans le style que vous travaillez présentement? Emné, je sens que tu as envie de parler. Ben, je vais peut-être un peu rebondir sur ce qui a été dit pour parler de mon style. Dans la danse du figuier, je parle d'un agresseur qui est un colonisateur, mais je ne le nomme pas. Et ça, c'est ma limite. Parce que je suis encore trop dans l'affect pour pouvoir parler d'un colonisateur qui est venu dans ma maison avec les armes. Donc, je parle du nombre qui se tient sur le seuil, de l'autre, de l'étranger, mais je ne le nomme pas. Et c'est peut-être aussi pourquoi je fais de la poésie, parce que je n'ai pas la force de faire du roman. Je peux pas nommer les choses encore. Je ne peux pas avoir un regard critique. Je ne suis pas capable. La poésie, ça me permet un peu de faire des détours, de nommer la chose, de nommer la chose sans vraiment la nommer, de rester dans le... Mais on comprend, je pense qu'on comprend de qui je parle, mais c'est... Je peux pas être... En fait, je peux même pas me permettre d'être frontale. Ça aussi, c'est, je pense, une question de privilège. Je peux pas être frontale dans mes propos. J'aimerais l'être, mais je sais ce qui va m'attendre après. Je sais que je vais avoir beaucoup de difficultés à être diffusée, à être lue si je nomme les choses telles qu'elles sont. Du coup, avoir recours à un langage poétique, ça me permet de faire beaucoup de pirouettes dans le milieu littéraire. Et aussi, le langage poétique, pour moi, c'est quelque chose de très culturel. Je viens d'une famille musulmane, puis le Coran est poétique, le langage est poétique. Même si je mets complètement la religion de côté, je parle juste du langage de ce texte. C'est un texte qui est très poétique, très imagé, très hermétique. C'est pour ça que parfois il peut être mal interprété, mais ça reste de la poésie. Et j'ai beaucoup grandi dans la poésie. Mon père était un grand lecteur de poésie et je pense que là aussi c'était comme un lieu de rencontre pour nous. C'était ce qu'on arrivait à comprendre. Même si ça peut paraître bizarre parce que quand j'ai dit à ma famille que je fais de la poésie, ils ont pris des grands airs en disant « Ah, madame fait de la poésie parce que c'est quelque chose de très noble, de très bourgeois. » Mais c'est aussi quelque chose qui est très populaire. On est dans les deux extrêmes. La poésie est soit très populaire, soit très bourgeoise. Et moi, mon style, bizarrement, je pense que je me suis j'ai beaucoup été influencée par la littérature maghrébine, plus que libanaise. Mais pour moi, la Méditerranée, c'est le lieu de mon imaginaire. Je rêve de la Méditerranée, j'en parle tout le temps. Ça m'obsède comme lieu. Quand j'y vais là-bas, j'ai l'impression que je guéris. Donc, et la littérature maghrébine, je trouve qu'elle est plus en avance que la littérature libanaise parce que c'est juste historique. Elle a pu sortir, entre guillemets, sortir de la colonisation d'une autre manière que le Liban, qui a vécu des guerres plus longtemps. Donc leur littérature est plus osée. Leur littérature, elle est comme à mi-chemin entre le sacré et le profane, et c'est un lieu, moi, que j'adore naviguer entre le sacré et le profane. Donc je pense aussi que c'est là où j'ai beaucoup puisé mon inspiration. Que ce soit Tahir Ben Jelloul, Mouloud Felwan, Mohamed Dib, tous les écrivains vraiment marocains, algériens, tunisiens m'ont vraiment nourri dans ma poésie. Et on a la même nature, du coup, tout allait de soi.
les abricots, les figuiers, la mer, le sel, le soleil, tout concordait pour que ce soit eux qui me nourrissent. Donc, c'est sur le style. Moi, ça m'intéresse ce que tu dis parce que moi, j'ai l'impression que j'utilise le roman où je n'apparais pas comme un détour aussi. C'est comme pour des raisons, j'ai pas accès à mon expérience personnelle. J'ai pas accès par la vérité à mon expérience personnelle. Donc, pour l'instant, j'arrive juste à parler de moi en utilisant des masques, tu sais. Donc, je me reconnais dans la distance avec ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Pour le style, sinon, c'est ça. Moi, je dirais que pour ce livre-là, j'ai travaillé. Moi, je suis arrivé. Tu sais, ce qui me fait venir à la littérature, parce que je viens pas d'une famille littéraire du tout. C'est les livres de fantasy que je lisais enfant. Puis moi, le truc que je garde de ça, je pense, c'est la manière dont ces livres-là construisaient un monde. Tu sais, nous amenaient par la lecture à voir des lieux, avoir presque une expérience en 3 dimensions, des espaces, du temps aussi. Donc, je pense que c'est entre autres ce que j'ai travaillé dans ce livre-là, c'est essayer de, même si je parle de Montréal, donc un lieu, tu sais, que tu peux donner des références très précises que les gens vont probablement connaître, j'avais envie de, comme, tu sais, de quand même décrire, puis de restituer le monde par les mots, par la langue, pour qu'on puisse un peu se l'imaginer, puis arriver à déambuler, par exemple, dans les bâtiments que Céline, l'architecte, construit, qu'on arrive à avoir presque une expérience qui est de l'ordre de celle de l'expérience spatiale. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et qui m'a beaucoup intéressé. Comment arriver à donner une expérience presque sensible des lieux par la narration. Puis l'autre élément de style, disons, que j'ai travaillé, c'est ça, donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit plus tôt sur la vie intérieure, mais je me demandais comment intégrer les changements de point de vue, la vie intérieure, dans une narration plus... donc, dans une histoire. Puis j'avais l'espèce de phrase longue, le souffle un peu Marie-Claire Blais, Virginia Woolf. C'est comme si c'était une sorte de glissoire qui me permettait d'entrer dans des zones auxquelles les personnages parfois n'ont même pas accès eux-mêmes. Donc, dans une forme d'intériorité. Comme si, par la phrase plus courte, je sais pas, j'y arrivais pas. J'avais besoin de cette espèce de souffle-là. Puis le livre commence avec le vent. On rentre parce que moi, je suis pas invité dans ces soirées-là où c'est des gens millionnaires puis des ministres qui boivent ensemble. Donc je rentre dans la soirée par un courant d'air. C'est comme si mon point de vue, c'est celui du courant d'air. Mais aussi, c'est comme si ce courant d'air-là me permettait aussi d'entrer plus dans la tête de mes personnages. Et là, c'est Vanessa, la lectrice, mais je me suis vraiment pété les dents sur ton livre, comme on dit, parce que j'ai voulu commencer ce livre-là, tu sais, le soir, quand tu es vraiment fatigué, puis tu te dis « Ah, je vais juste lire un peu, puis je vais m'endormir, puis au pire, demain, je reprendrai le chapitre, puis c'est pas grave. » Puis là, j'ai commencé, puis à la 4e phrase, je me suis dit « Ah non, Kevin, il me fera pas ça. » Clairement, il est en train de me dire « Tu vas lire ce livre-là le matin, quand tout ton cerveau est ouvert et prêt à l'accueillir. » Donc, j'aime beaucoup ton explication. Là. La lectrice en moi est heureuse de savoir qu'il y a une volonté. Puis c'est ça parce que j'arrivais pas au départ à te suivre. Puis j'ai dit, ben non, c'est juste pas les bonnes dispositions finalement pour le suivre. Il faut que je sois assise, je peux pas être couchée, ça fonctionne pas. C'est le vent peut-être. C'est le vent, peut-être. Ouais, les courants d'air, le vent, ça m'a fait penser à Hébert, à ce que tu disais, genre, tu sais, le fou de bassin, tu sais, cette manière-là de traverser les frontières, les espaces, d'être capable de nommer les choses, le mal, le bien, tu sais, tout ce que, finalement, sans aucune distinction, j'aimais ça, l'idée. Courant d'air, je le retiens, l'expression. Pour parler il y a beaucoup de vent dans les livres d'Hébert. Ben oui, mais c'est ça. Mais pour parler du style, c'est génial, parler du courant d'air. Voilà. Dans Kamouraska, ils sont en calèche à un moment donné, puis je me souviens, il a décrit le vent froid avec la neige. Mais j'avais pas pensé, mais oui, c'est intéressant. Oui, le style. Étienne. Ouais, moi, c'est pas facile, mon histoire avec le style. C'est vraiment pas évident. Je vais essayer de faire ça très vite, très simple. J'ai une de mes amies qui s'appelle Véronique Grenier, que vous connaissez peut-être, que j'aime beaucoup, qui est vraiment une personne très intègre, puis qui dit les choses telles quelles. C'est cash, puis j'aime vraiment ça. Elle me dit, tu sais, on est amis, assez proches quand même, puis tu sais, on s'était pas super lu. En fait, c'est pas vrai. Moi, je l'avais lu parce que je lis tout ce qui est autour de moi. Je suis pas capable de me retenir. Elle m'avait pas vraiment lu encore jusqu'à tout récemment. Puis, elle a ouvert mes livres, puis elle me revient avec une face perplexe en disant « Étienne, il y a des longues phrases dans ton livre. Il y a vraiment des longues phrases. Il y a vraiment beaucoup de subordonnés dans tes phrases. Tu sais, on écrit encore comme ça aujourd'hui? » Me dit-elle carré, bam!
Puis, tu sais, oui, tu sais, c'est tellement une bonne lectrice. Elle a tellement vraiment une manière de voir les choses. Ben oui, moi, je revendique comment je dirais ça, là, tu sais, le côté vieillot, là, quasiment proustien par bout, là, oui, j'aime ça, là. Je pense que cette façon-là de déployer la phrase, ça permet, tu sais, toutes sortes de nuances. Ça permet là, d'entrer dans la conscience aussi, puis de voir c'est quoi la coulisse de la conscience et sans même terminer la phrase, puis que tout ça peut se tenir ensemble. C'est là où on se rejoint, j'ai l'impression, là, sur... puis, tu sais, moi, ce que je choisis, c'est l'essai comme genre pour lequel j'ai une passion sans fin. Là, je peux vous en parler pendant 8 heures en ligne, il n'y a pas de problème. C'est vraiment mon genre, puis je pense que c'est un genre extraordinaire dans l'histoire de la littérature québécoise. Donc, mais tu sais, ce que je fais là, peut-être qu'un romancier peut le faire sans aucun problème, puis que ça va même peut-être, je sais pas, plus fécond que ce que je fais, j'en sais trop rien. Mais moi, ce que je veux faire, l'idée, mon fantasme, là, comme écrivain, je pense qu'on a tous un peu ça, c'est d'arriver à ce que la phrase sonne tellement exactement juste que même son contraire soit aussi vrai. Tu sais, que je sois capable d'avancer, puis que je vois que c'est comme le son que ça fait quand tu donnes une pitch note sur un verre, là, ça fait ping, que, ah ok, c'est ça. C'est ça, mon fantasme. Puis je dois avouer, personnellement, je n'y suis pas encore vraiment arrivé. C'est pour ça que je pense que quand je vais arriver à trouver ce son-là, ce style qui est plus... mais c'est pas la pureté, c'est pas tant ça. Là, c'est pas ça mon... C'est justement que le pur et l'impur soient mélangés dans la même... comme la lumière puis l'ombre en même temps, dans la même phrase. C'est ça que je veux. Voilà. Je peux te dire quelque chose en tant que lectrice? Dans Les Rêves du Hookpick, j'ai l'impression qu'il y a une proximité qu'on n'a jamais pu avoir en tant que lecteur, lectrice avec toi, l'être humain, toi, qui rationalise et théorise beaucoup de choses. Et quand tu dis que les lièvres, parfois, passent l'hiver dans ta cour en faisant 2-1, 2-1, j'étais là. Fait que peut-être que c'est une piste. Peut-être que c'est une piste. C'est le cas de le dire. Ouais, oui. Je vois le temps passer. Il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Il y a beaucoup d'options parce que moi, j'ai des fantasmes de questions, mais que je peux aussi vous poser plus tard. Il y a une chose, par contre, que je veux savoir avant, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous êtes retenu de dire ou que vous aviez envie d'interagir plus tôt, pour des fois le bon déroulement des choses, puis là, finalement, on dit, ben, Emné, moi, je veux que tu me dises tout sur la figure du figuier parce que là, j'ai bien lu tous les textes saints, puis bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parmi vous, là, sur la scène, avant qu'on se tourne vers les gens qui nous écoutent avec... tant de générosité, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez vous dire entre vous qui pourraient intéresser le public, mettons? On fait un caucus de Schtroumpf, puis on vous revient. C'est une question inhabituelle, je le sais, fait que je la laisse comme ça. Peut-être pour la prochaine fois, vous serez parés. Alors, Emné, le figuier, évidemment... ben pas évidemment, mais étant aussi poète, pour moi, ça a commencé avec Elkana, moi, Petit figuier sous la neige, qui est aussi un recueil, donc, aux éditions Mémoire d'Encrier. Et là, toi, tu arrives avec la danse du figuier, et je me dis, attends, il y a quelque chose avec les figues qui vont peut-être par-delà le geste de ta grand-mère qui les cueillait pour vous les offrir comme un bonbon. Sans parler de la figure du figuier, évidemment, là, dans l'ensemble des cultures desquelles tu viens, est-ce que tu veux parler du figuier pour toi? Le figuier, c'est... bon, quand j'allais chez mes grands-parents, il y avait un figuier devant chez ma grand-mère. Et j'y ai beaucoup de souvenirs associés à ce figuier, notamment ce geste de la grand-mère qui vient cueillir les figuiers et qui nous les donne à ses petits-enfants. Je suis venue vivre au Canada et la dernière fois que je retourne, j'ai vu que ça a été coupé, recouvert de béton. Ils ont mis un parking. Donc ça a été, pour moi, c'est une petite figure de déracinement. C'est parce que c'était la grand-mère qui partait avec ce figuier et ça coïncidait littéralement que ma grand-mère est partie avec ce figuier, ma mère est partie avec ce figuier. Et c'est un arbre qui revient dans quasiment tous mes textes. Quand j'écris dans des revues, dans le 2e manuscrit, dans le 3e que j'ai écrit, il y a toujours le figuier qui va revenir, et presque même comme une mauvaise herbe, en fait. Et c'est drôle parce que j'y étais dernièrement,
Et je pense que j'ai jamais réalisé à quel point les figuiers poussent partout, mais partout. Et les gens peuvent juste arrêter leur voiture et descendre, cueillir des figuiers. Et je trouve que ce don qui est dans toutes les routes, on peut juste arrêter la voiture et cueillir quand on a faim. Je trouve ça merveilleux. Fait que c'était pour moi une blessure de voir que bon, il y avait du béton à la place du figuier familial. Mais c'est ça, c'est ma mère et ma grand-mère ce figuier. Merci, j'ai senti que ça venait loin. Étienne, tu dis que la fin de notre ère humaine sera quand on aura fini de tout recouvrir d'un parking. T'as tellement un beau lien, là. Bravo. Oui, on était là. Mais c'est ça. C'est ce béton-là, moi, excuse-moi de te couper, mais c'est pas ça. Ce béton-là dont tu parles, là, moi, j'ai l'impression, je fais des cauchemars presque chaque nuit j'ai l'impression que les jeunes dans le futur vont se retourner vers notre époque puis vont dire mais ils avaient où la tête de donner tout l'espace aux voitures, à l'asphalte, au béton. C'est fou. Ça nous apparaît une évidence aujourd'hui. Je pense que ça craque de partout, là, autant l'asphalte de nos routes que nos consciences. Mais qu'est-ce qu'on a fait là? Il y a plus de surface asphaltée aujourd'hui que de surface de forêt. C'est complètement débile. Le point de bascule est passé il y a 5 ans. Donc, on en est là. Je ne comprends pas comment on a fait pour laisser ces choses-là se faire. Puis, tu sais, d'apprendre que même ton figuier est entouré de béton, je sais pas, voilà, ça m'attriste. Puis c'est plus que ça, ça me dégoûte. Voilà. Et malgré tout ça, et là, ce sera ma fin à moi. Malgré tout ça, vous avez fait un choix conscient dans vos 3 livres dont on a parlé aujourd'hui, et même on pourrait aller vers la splendeur du bois de Beckett et d'autres, la querelle de Roberval aussi. Vous avez quand même choisi d'écrire vers l'espoir. Et c'est quelque chose, là, je ne voulais pas qu'on fasse 20 minutes sur l'espoir, mais c'est quand même quelque chose qui relie l'ensemble de vos textes. Peut-être que vous n'avez pas de réponse, mais pourquoi l'espoir plutôt que la dévastation? Ben moi, le prochain, c'est la dévastation. Donc, je pense que j'ai été trop optimiste avec l'espoir, puis avec la dévastation, je touche beaucoup plus au réel. Beaucoup plus. Est-ce que c'est plus facile de nommer par la dévastation? Non. Ben, il y a beaucoup moins de douceur. C'est sûr qu'il y a moins de douceur, moins d'amour dans... Il y a peut-être une nostalgie de l'amour, mais même cette nostalgie, elle s'effrite. Et je pense que, peut-être parce que c'était un premier recueil, j'ai voulu, je sais pas, j'ai voulu qu'il y ait des papillons, puis des fleurs, puis des figuiers, mais en réalité, le prochain, c'est la mer qui envahit la mer, c'est la montée des eaux, c'est le réel. C'est vraiment ce qui se passe, ouais. Moi non plus, je me reconnais pas dans l'espoir, on dirait. je suis plus désespéré, drôlement désespéré, je pense. Je sais pas, j'ai l'impression... pour ce livre-là en particulier, je pense que peut-être que c'est trompeur parce qu'il y a le mot joie dans le titre, mais c'est une joie qui ressemble à un privilège. Souvent, c'est ça. Quand les gens quand les gens me parlaient du titre, par exemple, sans l'avoir lu au début, je me sentais presque traître parce qu'ils me disaient c'est tellement beau, puis c'est vrai qu'on a besoin de joie et tout. Puis le livre dit pas tout à fait ça, là. Fait que moi, c'est plus ce que je voulais montrer, c'est plus un peu ce que vous disiez tout à l'heure. C'est comme un grand édifice qui apparaît, qui détruit tout un peu. Fait que c'est une dévastation par la construction, en fait. Puis c'est le Mordor, c'est l'horreur qu'on continue de perpétrer puis de construire parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à ce qu'on le fasse. Ça, on l'oublie parfois, mais il y a beaucoup de gens à qui ça profite qu'on le fasse. Wow. Ouais. Wow. C'est vrai. Puis à commencer par nous-mêmes. C'est ça qui est paradoxal, tu sais. Moi, l'espoir, moi, comment je dirais ça, j'ai l'impression qu'il est faux tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas le geste de dire ce que tu viens de dire. Que le mal est aussi en nous. Et ça, c'est le plus dur, j'ai l'impression. Que ce dont on est capable comme individu, OK, il y a ça, il y a cet aspect-là, mais ce dont on est capable comme espèce, c'est 100 fois pire, c'est 1000 fois pire, c'est la déflagration. On a tout ce qu'il faut pour détruire 10 fois la planète. C'est même, je pense qu'on est rendu à 50 fois. Et on l'a, là. C'est même plus que jamais imminent. Là. Et cette question-là, là, elle est centrale.
On ne pourra pas passer à l'autre étape tant et aussi longtemps qu'on ne regardera pas cette question-là en face de, on a en tant qu'espèce le dessus sur tout le reste de la création et on a le pire en nous. On est les porteurs du pire. Tu sais, moi, j'ai été très angoissé dans toute mon adolescence. Là. Tu sais, mes 17, 18, 19, 20 ans, là, c'est fou. Là, c'était pas du tout une belle période. Tu sais, c'était l'angoisse. Puis ça a été très long avant que je comprenne que l'angoisse en question, tu sais, de tout seul dans mon coin, essayer de me trouver une contenance de vivre, à savoir, parce que j'en avais pas, bien, je me suis rendu compte que l'angoisse en question, ce qui me taraudait, là, c'était quelque chose qui était au-delà de mes forces de petit cul de 18, 17, 18 ans. Et c'était la question de, mais qu'est-ce que je fais avec tout le mal qui est en moi? C'est ça que je pense qui est là, moi, c'est la question qui me porte, que je porte, puis que c'est... Si on veut être authentique, faut la regarder, sans fausse pudeur. Là. C'est raide comme fin de conversation, mais je te remercie de cette transparence. Non, mais non, c'est pas. Je blague parce que je t'aime bien et que j'aime ta pensée qui s'ouvre comme ça généreusement. Dans un premier temps, je vous remercie encore une fois de votre générosité et c'est votre moment public. Donc, il y a Julia, je crois, qui est derrière, qui a un micro, qui va vous demander de bien parler dans le micro puisque c'est enregistré, qui va se promener. Il y a déjà une première question. Alors, c'est à vous, je me tais. C'est l'aveuglement, comme tu dis. J'aimerais revenir sur l'espoir. J'ai lu quand j'avais peut-être dans la trentaine, je ne sais plus si c'était Alan Watts dans Bienheureuse insécurité ou Krishnamurti, que l'espoir nous empêche d'être dans l'acte, au présent. Et puis, j'ai comme intégré ça, puis j'ai de la difficulté moi-même beaucoup avec le mot espoir. Puis j'essaie de négocier avec ça, puis de me dire qu'est-ce qui serait mieux que l'espoir pour moi, évidemment. C'est le mot confiance. Parce que dans le mot confiance, je sens que j'agis. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment extraordinaire comme rencontre. J'aime beaucoup, je sais pas si je peux en rebondir, j'aime beaucoup votre intervention, puis c'est drôle, je me posais la même question que vous après qu'on ait terminé la discussion, quel mot on peut utiliser à la place de, disons, quelque chose qui ressemble à l'espoir, parce qu'il ne faut pas nier non plus qu'on a ce besoin-là, je pense, puis que ça peut être utile. Puis moi, je pensais, c'est pour compléter, là, je veux pas qu'on entre en compétition dans nos réponses, ça va avec vous, avec ce que vous dites. Moi, je pensais à désir. Le fait qu'on désire le changement, qu'on désire autre chose, qu'on envisage des possibles qui étaient peut-être inenvisageables avant, ou je me dis que c'est peut-être plus porteur puis moins faux que l'espoir, en fait. Moi aussi, j'ai envie de rebondir parce que ce mot-là de confiance, je l'adore. Vraiment, là, même s'il est un peu trompeur parce que il n'y a rien de plus instable que la confiance. Hein, la confiance, on l'a un jour puis on ne l'a plus le lendemain. Puis même dans la même journée, ça fluctue. En tout cas, moi, c'est mon cas. Oui, c'est ça. Donc, la confiance en soi, j'aime pas trop. Mais la confiance, comme ce qu'il y a derrière, c'est fides fidei. Il y a une certaine forme de foi. Il y a une certaine forme de rassemblement, d'être avec les autres, et c'est ce que j'aime dans ce mot-là, c'est la belle fusion qu'il y a entre le fait de croire à quelque chose. Il faut croire à quelque chose. Peu importe ce que c'est, je pense, c'est ça qui nous tient en vie. Sinon, tout s'effondre. Mais c'est ça, c'est avec les autres. J'aime dans le Oui, tout à fait, mais c'est ça, tout à fait. On est en plein dans cette idée-là, là, d'un rassemblement, puis je pense que c'est ça, peut-être qu'on porte le vide, mais quand on se met ensemble, on est capable peut-être de conjurer ce vide-là. Donc, moi, je l'adore, ce mot-là de confiance, oui. C'est peut-être ça qui manque dans Espoir, c'est qu'il n'y a pas la relation, ce que vous dites, c'est relationnel, la confiance. Ouais. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui a une question ou une intervention plutôt peut-être. Il y avait monsieur ici. Alors, monsieur et ensuite madame. Quelle galanterie, je salue votre galanterie. C'est une question pour Emily. Tu dis que
la brutalité de l'exil t'amène vers la poésie, que c'est une forme d'expression par laquelle il faut que tu passes pour parler d'une situation qui est si douloureuse. Est-ce que tu dis maintenant que tu t'en vas vers le désespoir? Est-ce que ça veut dire que tranquillement tu t'en vas vers une autre forme d'expression, vers le roman ou le théâtre? Merci. J'ai l'impression que je m'en vais pas dans le désespoir. Il n'y a pas de mouvement vers. Je baigne dedans. Je suis noyée dedans. Et je pense que si beaucoup de personnes ouvraient les yeux, tout le monde verrait qu'on est noyé déjà. Je sais pas. Je suis très pessimiste ces jours-ci, mais je vais parler de la forme. Le dernier texte que j'ai écrit, je l'ai fait en fragments, plus qu'en vers. Et je pense que j'ai voulu me mentir à moi-même. Je pensais que c'était ça la bonne forme, et je voulais tellement en fait prouver au lecteur que je pouvais faire quelque chose d'autre que de la poésie. Et je sais, j'ai eu le retour d'une amie à qui je fais confiance, justement aveuglement, en ce qui concerne la littérature. Et elle me dit, Emné, il faut retourner à la versification, parce que c'est ça ton langage. Et alors je pense que même en allant vers le désespoir, je vais rester dans la poésie, parce que pour moi, en fait, le mot espoir, j'avais envie de dire que mon mot pour moi, c'est la radicalité. Il faut être radical. Je pense pas, je sais pas, ni au vivre ensemble, ni à quoi que ce soit. Pour moi, on est tellement loin dans l'effondrement du monde. Quand on voit ce qui se passe dans certains pays, il faut être radical, sinon rien du tout ne va se passer. J'ai voulu être radicale dans ma poésie, dans mon dernier manuscrit, mais finalement, ça me fait plus de mal que de bien. Alors, je vais retourner à un style plus conventionnel, qui est la poésie, des vers classiques. Et j'espère que ça... Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que j'attends avec ce recueil, mais... je ne sais pas. Je sais pas si j'ai répondu à la question. C'est allégorique, c'est difficile. J'arrive pas à parler de ce... J'aimerais enlever les masques, j'aimerais dire ce qui se passe vraiment. Mon prochain manuscrit, il fait 50 pages, et en réalité, j'ai envie de laisser juste une page et de dire: il y a un homme qui est sur une barque, il est l'image de la fin du monde, tout simplement. Et ce serait ça mon recueil. Parce qu'on n'a pas besoin de parler et de faire de la poésie sur un naufragé. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, c'est que la poésie commence à me fatiguer, littéralement. J'ai l'impression que juste de mes mots pour parler de quelque chose, je sais pas, d'esthétiser en fait la misère, je suis désolée, je m'emporte un peu, mais j'ai l'impression vraiment d'esthétiser la misère, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Alors je commence, moi, à voir les limites de la poésie. Donc peut-être que mon prochain roman sera vide. Je sais pas où je m'en vais. Les gens sont là pour vous entendre, donc n'hésitez pas à déborder. Ouais, n'empêche que moi, c'est ça, cette question-là me taraude. Esthétiser la pauvreté, la misère, la déchéance, la destruction, c'est y participer. C'est y participer, mais j'ai l'impression que l'image est déjà là et on ne la voit pas. Alors il faut de l'art par-dessus, ou bien parce que l'image est déjà là. L'homme qui est sur un bateau, on le voit déjà, qui est sur une barque en train de couler, on le voit. Je sais pas comment dire, on le voit, mais ça suffit pas. Alors ça nous prend peut-être de la poésie, mais là c'est justement esthétiser cette image-là. C'est là où je sais plus quoi faire moi avec la poésie. Ouais, moi, je trouve que je comprends ce que tu dis, on le voit, mais il me semble qu'on a peu accès à
ses espoirs, à ses colères, à son passé, à son histoire, en fait, non? Qu'on n'y a pas accès? Il me semble qu'on voit l'image, on voit des images du désastre. Tu sais, je sais pas, comme, je ne vais pas prendre cette situation-là en particulier, mais en général, on voit beaucoup des drames nous apparaître, poindre dans les médias, par exemple. Mais il me semble que la dimension humaine qui est derrière ces phénomènes-là, on y a rarement accès, puis que la littérature ou les arts, bien qu'ils soient très imparfaits, puis toujours en recherche d'une manière plus, je sais pas, pertinente de parler de ces sujets-là, nous donne peut-être parfois un mini accès à une sorte d'expérience qui est derrière l'image. Mais c'est peut-être ce que j'attends, c'est peut-être ce que je recherche encore, mais il y a une fatigue qui vient avec ça, notamment dans le processus, de se dire ça, c'est sûr qu'il y a une distance entre l'image et nous, d'où moi mon sentiment qu'on a besoin de radicalité, d'action radicale. J'appelle pas non plus à la violence, mais il faut quelque chose de radical qui se passe. Et ça va pas être ma poésie. Ma poésie ne peut rien. Elle est littéralement inutile. Je sais que je vais rien faire. Je vais pas soulever des masses en écrivant. Peut-être que ça va amener une lueur, mais elle va très vite s'éteindre. Je suis désespérée. Je sais pas. Oui. Monsieur. Je vis avec cette conscience qu'on est en train de couler. Mais quand j'ai lu, je viens juste de terminer Les rêves d'Hugues Pic. Et la question du territoire, depuis 30 ans, je me dis, c'est insoluble. La question du territoire partagé avec les gens qui étaient ici avant, et ceux qui sont arrivés après, on vit sur le même territoire, mais comment on peut régler ça? À qui il est ce territoire? Et quand je suis embarqué dans le rêve d'Hugues Pic, j'ai tellement aimé l'imaginaire que tu y mets sur la question du territoire. Et non seulement, c'est pas une théorie que tu fais sur le territoire, je suis parti avec toi, carrément parti avec toi et avec ton Hugues Pic, et était très présent dans ce que tu appelles un essai, que j'appelle quasiment un roman, moi. Et j'ai vraiment beaucoup été pris par les lieux où tu as été, par le fait qu'à un moment donné, tu nommes Tristan Malavoie et son roman avec le trou. Alors, il y a tellement de choses très concrètes et en même temps l'imaginaire sur le territoire qu'à la fin, je me dis, oui, on va s'en sortir. J'ai adoré. Ça fait plaisir, mais ah oui, hein, qu'on va s'en sortir. Je ne l'avais pas vu aller, celle-là. Je m'attendais pas du tout à cette chute-là. OK. Moi, les lieux ont tu sais, j'aime ça, cette idée-là que... Mais c'est pas juste une idée, c'est une expérience, là. Que les lieux parlent, puis que les lieux ont une vie propre. Anecdote. Je pense que plus j'avance, là, puis je me rends compte, faut que je me taise, parce que les expériences parlent tellement plus que n'importe quel discours qu'on peut tenir autour des expériences. Donc, anecdote. Il y a une fille qui m'a écrit il y a une dizaine de jours, que je ne connaissais pas du tout, qui est une marcheuse, qui s'appelle Marie-France Lécuyer, j'avais jamais entendu parler d'elle. Puis ça, c'est la beauté d'être écrivain. Tu sais, des fois, les gens, oups, ça sort de nulle part. Puis ça sortait vraiment de nulle part. Mais cette femme-là a décidé de vivre très humblement, puis tu sais, de faire des sentiers, puis etc. Puis elle est tombée par hasard sur mon livre. Un de ses amis, etc., elle s'est mise à lire. Puis elle me dit, je suis resté complètement à l'arrêt. Parce que tu décris quelque chose que je connais parfaitement. Et l'expérience en question, c'est ça. C'est dans la réserve de Matane, très précisément à côté du ruisseau des Pitounes. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui, ben voilà. J'ai fait un rêve, puis ce rêve-là, je ne savais pas quoi faire avec. D'un orignal qui est venu sniffer notre lieu où on était avec mes sœurs dans la réserve de Matane, tu sais. Puis ce rêve-là, je l'ai comme gardé pour moi. Je n'étais pas capable d'en parler tellement c'était sidérant, d'une espèce d'immense orignal là, qui venait me dire
je te watch. En gros, je te surveille. T'sais, si tu fais quelque chose de pas correct, tu vas le savoir. Et c'était terrifiant, ce rêve-là. Terrifiant. C'était pas un bon rêve. Là. C'est que c'est plus fort que moi, ce qui est là. Et Marie-France a dit, à peu près là, 2 kilomètres à côté d'où tu es là, j'ai rêvé à ce truc-là. Elle dit, j'avais jamais raconté ça à personne. Et j'ai fait, bon, je fais quoi avec ça? Et la réponse, je suis zéro ésotérique. Comme tu disais, je suis quelqu'un d'ultra rationnel. Peut-être trop. C'est mon problème. Je réglerai ça une autre fois. Mais cette question-là, moi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et la seule réponse que j'ai pour l'instant, c'est le territoire. Les territoires portent des choses qu'on sous-estime. Il y a une force enfouie dans le territoire qu'on n'a même pas commencé à comprendre encore. Je pense que ceux qui nous ont précédés en savaient 1000 fois plus que nous là-dessus. Le sol parle, le sol est vivant, puis pas juste à cause des racines des arbres qu'on sait qu'il se parle de ça. Le sol a une mémoire, le sol, il est nous-mêmes, on est le sol. Et c'est pas juste de la matière, c'est aussi de l'esprit. C'est ça que je suis en train de découvrir tranquillement, puis là, vous me dire, wow, il est en train de virer. Ben oui. C'est ça. Alors, je vous inviterai à réécouter l'entretien avec Louis-Carl Picard-Sioui qui parle très bien de cet entre-deux-mondes, un entretien qui avait lieu mardi dernier. C'est malheureusement le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à l'extérieur. Il y a la librairie La Liberté, juste à la sortie, là, qui a une table de vente où vous pouvez vous procurer les ouvrages de ces 3 auteuristes absolument captivants et captivantes, comme vous avez pu l'entendre. Je refais les remerciements d'usage. Donc, bien sûr, merci à la Maison de la littérature de nous accueillir aujourd'hui. Merci au Festival Québec en toutes lettres de rendre ces rencontres-là possibles. Merci, Emné Nassereddine. Merci, Kevin Lambert. Merci, Étienne Beaulieu. Merci aussi, BCF, avocat d'affaires, partenaire présentateur des entretiens et des tables rondes. Sérieusement, c'est vraiment nécessaire. Moi, je m'occupe aux correspondances de ça, puis les commanditaires. Ben oui, bien sûr. Non, mais je sais que tu le sais. Mais je veux juste le dire. C'est juste que j'ai vécu quelque chose dans le regard d'Emné, puis j'étais comme, ah oui, c'est vrai, il y a d'autres... non, mais j'ai vécu un moment avec toi dans tes yeux, puis là, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, il y a d'autres choses à dire après. Alors, le prochain rendez-vous, c'est ici même, à 15h, une table ronde qui porte sur l'autofiction et la traduction avec, encore une fois, 4 grandes personnes. Denise Desautels, Catherine Mavrikakis, Michaela Messner et Aoudour Ava Olafdottir, qui va être animée par Mélissa Véro. Moi, je vais être là. Donc, on se dit à dans quelques minutes et merci encore une fois pour cette rencontre porteuse.